Cette vidéo est sponsorisée par UniConverter. Salut ma gueule, c'est John Michael et aujourd'hui je vais te parler d'un logiciel révolutionnaire. Dis-moi, t'es branché audiovisuel, multimédia, ce genre de conneries, de choses toi, non? Du coup tu sais ce que c'est que de devoir galérer entre 238 logiciels différents pour toutes les tâches que tu vas accomplir, n'est-ce pas? Ah, c'est tellement dur la vie. Arrête de chialer, va, j'ai la solution à ton problème et ça s'appelle UniConverter. Grâce à UniConverter, tu vas pouvoir convertir n'importe quel fichier audio ou vidéo vers le format de ton choix. Certains sont même adaptés aux réseaux sociaux pour les petits influenceurs en herbe. En seulement quelques clics, tu peux choisir de convertir tout en dossier et le logiciel te fait ça 30 fois plus rapidement que les autres convertisseurs parce qu'on a qu'une vie, bordel. Mais ça, c'est juste le sommet de l'iceberg. L'arbre qui cache la forêt. Bref, tu m'as compris, y a pas que ça, quoi. Avec UniConverter, tu peux télécharger des vidéos en provenance de YouTube ou de l'un des 1000 sites supportés. Et tu peux aussi compresser des vidéos pour réduire leur taille si jamais tu veux économiser de la place sur ton ordi, ton téléphone, ta tablette ou même ta PS Vita. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et tu crois que ça s'arrête là? Mort de rire. Tu veux fusionner plusieurs vidéos? UniConverter, ma gueule. Tu veux enregistrer ton écran? UniConverter, ma gueule. Tu veux faire du montage vidéo basique comme rogner, ajouter un filigrane, des effets ou des sous-titres? UniConverter, ma gueule. Tu veux transférer tes vidéos sur un appareil iOS ou Android? Non, ça on peut pas. Je déconne ma gueule, bien évidemment qu'on peut. Et j'ai même pas parlé de toutes les fonctionnalités. Bref, je crois que t'as compris, UniConverter, c'est la suite de logiciels qu'il te faut pour gérer tes fichiers audio et vidéo de A à Z. Clique sur le lien dans la description pour le télécharger, tu m'en diras des nouvelles. De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va continuer d'explorer le DC Extended Universe avec Batman vs Superman. C'est parti. En avril 2012, Avengers sort sur les écrans. Et ça marche plutôt pas mal. Avec environ 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, on peut dire sans trop s'avancer que la première grosse réunion de super-héros au cinéma a clairement cartonné, rassurant Disney et les studios Marvel quant à la viabilité d'une telle entreprise. Et du coup, pendant que chez Marvel on sabre le champagne, chez Warner Bros, le studio rival qui possède les droits des personnages DC Comics, l'ambiance est pas dingue. Disons que ça pue la jalousie. Où est notre univers étendu, demandent les cadres du studio. Sauf que de leur côté, c'est plus compliqué. À part les Batman de Christopher Nolan, les personnages issus de l'univers DC Comics, le grand rival de Marvel et propriété du studio, ont pas franchement cartonné au cinéma ces derniers temps. Dernier flop en date, le Green Lantern de Martin Campbell avec Ryan Reynolds. Pas de quoi s'emballer et lancer un univers étendu donc. Une absence de succès qui n'empêche cependant pas la Warner de lancer la rédaction d'un film Justice League, soit l'équivalent d'ici des Avengers, et de caler une sortie pour l'été 2015. Oui parce que merde, au bout d'un moment faut prendre le taureau par les couilles. C'est pas ça l'expression, hein. En août 2012, les rumeurs font état d'une possible implication de Ben Affleck en tant que réalisateur, et la Warner voudrait même faire d'une pierre deux coups avec l'acteur en lui offrant le rôle de Batman. C'est pas vrai! Mais le projet finit par être abandonné début 2013, à quelques mois de la sortie de Man of Steel. En réalité, la Warner n'était pas franchement fan du script rédigé par Will Bill, et préféra donc attendre, histoire de capitaliser sur le succès à venir de son reboot de l'Homme d'Acier. C'est ainsi que de folles rumeurs ont commencé à parcourir la toile, certaines évoquant le retour de Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne, qui partagerait donc l'écran avec le Superman de Henry Cavill. Le tout serait réalisé par Zack Snyder et produit par Christopher Nolan, qui ferait désormais office de superviseur de l'univers d'ici au cinéma. On avait aussi beaucoup entendu parler d'un éventuel caméo de Joseph Gordon-Levitt dans Man of Steel, qui reprendrait le rôle qu'il tenait dans The Dark Knight Rises le temps d'une scène mettant en place le futur Justice League. Bullshit. En réalité, dès le début de l'année 2013, Zack Snyder commença à réfléchir à la suite des événements. Qui Superman pourrait bien affronter dans la suite de Man of Steel? Après avoir envisagé Brainiac et Metallo, il lui vint rapidement une autre idée. Le genre d'idée qu'il est tout simplement impossible à mettre de côté une fois en tête. Ainsi, lorsque le film sortit enfin et que le succès fut au rendez-vous, la Warner se sentit assez sereine pour lancer la première phase de son plan d'action. Un mois après la sortie du film, en juillet 2013 donc, le studio dévoila son plan au Comic-Con. La suite de Man of Steel allait mettre en scène une rencontre cinématographique rêvée par bon nombre, maintes fois envisagée mais jamais menée à terme, celle de Batman et Superman. Et quand je dis maintes fois envisagée, j'abuse un peu. En vrai, c'est juste deux projets. Le premier d'entre eux fut écrit au début des années 2000 par Akiva Goldsman, un homme qui connaissait déjà bien Batman pour avoir écrit le magnifique Batman et Robin avec George Clooney. Pas forcément de quoi mettre en confiance, j'avoue. Le film était censé être réalisé par Wolfgang Petersen et aurait vu Colin Farrell endosser le rôle de Batman et Jude Law celui de Superman. Cependant, malgré un tournage prévu pour début 2003 suivi d'une sortie calée à l'été 2004, le studio décida d'annuler le projet, ce pour se concentrer sur les aventures solo de ses personnages. Batman Begins et Superman Returns. Le second projet qui aurait pu réunir les deux personnages iconiques n'était autre que le Justice League de George Miller que j'ai rapidement évoqué dans ma précédente vidéo sur Man of Steel, plus précisément Justice League Mortal. On y aurait ainsi croisé l'homme chauve-souris incarné par Armie Hammer, l'homme d'acier incarné quant à lui par DJ Cotrona, ainsi que toute leur bande de potes, de Wonder Woman à Aquaman en passant par Flash et Green Lantern. Sauf que les choses ne se sont pas franchement bien goupillées en coulisses, ce qui fit que la Warner décida de tout annuler. En plus de ça, Superman Returns n'ayant pas très bien marché et The Dark Knight ayant cartonné, le studio préféra se concentrer sur la troisième partie de la trilogie de Nolan, ne voulant pas non plus troubler le public en proposant deux versions cinématographiques de Batman évoluant en parallèle. Ouais, parce que la notion de reboot elle est encore toute fraîche à ce moment-là, hein, alors celle de multivers je vous raconte même pas. Le monde n'était pas prêt.
Bref, tout ça pour dire que cette fois c'était la bonne, Batman et Superman allaient enfin partager l'affiche. Cette suite de Man of Steel marquerait ainsi le retour de Zack Snyder à la réalisation pour une sortie calée à l'été 2015. Quant à Christopher Nolan, il n'officierait qu'en tant que producteur exécutif, ne s'impliquant aucunement dans l'aspect artistique du film. Cependant, avant de se lancer dans la production du film, Snyder s'est longuement entretenu avec lui, estimant que pour pouvoir utiliser le personnage de Batman, Nolan devait lui donner sa bénédiction. Le réalisateur a bien évidemment accepté, conscient du fait que, de toute façon, le personnage ne lui appartenait pas. Batman n'appartient à personne. Concernant le script, David S. Goyer serait de retour, chose assez cocasse étant donné qu'il avait déclaré la chose suivante en 2005. Faire un film Batman vs Superman, ce serait admettre qu'on a épuisé toutes les possibilités, comme Frankenstein rencontre le loup-garou ou Freddy contre Jason. Quand on en arrive là, c'est que la franchise est à l'agonie. C'est marrant quand même. Goyer et Snyder se mirent donc conjointement au travail sur le script, et autant dire qu'il y avait du boulot. Parce que mine de rien, il fallait rattraper le retard que DC avait sur Marvel. La pression était donc présente. Au-delà du script, il y avait une autre source de pression concernant un point particulier du casting. Qui allait donc incarner Batman? Qui allait reprendre le flambeau encore tenu par Christian Bale à peine un an auparavant? Si le nom de Josh Brolin est parfois évoqué, la réponse officielle est rapidement dévoilée par la Warner, il s'agirait de Ben Affleck. Et les gens ont râlé. Parce que les gens aiment bien râler. En gros, rien n'allait. Affleck n'avait pas le physique, son accent ne correspondait pas au personnage, son jeu d'acteur non plus, la cerise sur le gâteau étant qu'il avait déjà incarné un super-héros du côté de Marvel et que le résultat avait pas été extraordinaire. Bref, Affleck ne fit clairement pas l'unanimité et une pétition fut immédiatement lancée pour que la Warner réagisse et fasse remplacer l'acteur. Vous savez quel autre choix de casting avait fait le même type de polémique quelques années auparavant? Heath Ledger en Joker. Ça remet les choses en perspective, hein. Si l'annonce de Ben Affleck en tant que Batman a fait couler beaucoup d'encre, ce n'était pourtant pas la première fois que l'acteur endossait le costume d'un super-héros DC Comics. En effet, dans le film Hollywoodland, Affleck incarnait George Reeves, acteur qui prêta ses traits à Superman dans plusieurs serials et dans le fameux Superman et les nains de l'enfer. Mais ce n'est pas tout, car dans Hollywoodland, on retrouvait également Diane Lane, la Martha Kent de Man of Steel, qui incarnait la maîtresse de George Reeves. Ce qui fait que, techniquement, Batman a eu une liaison avec la mère de Superman. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent se mettre sur la gueule. Quelques mois plus tard, en décembre, après une vague de rumeurs évoquant Olga Kurylenko ou Elodie Yung, on annonce l'arrivée de l'actrice israélienne Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, ce qui sera une nouvelle fois suivi par une vague de protestations. En effet, Gadot étant de corpulence plutôt mince, les relous estimaient qu'elle manquait de muscles et ne correspondait donc pas à la guerrière Amazon dépeinte dans les comics. Et pour la petite anecdote, avant d'être choisie pour incarner Wonder Woman, Gal Gadot avait passé des essais pour incarner Feora dans Man of Steel, mais n'avait pas été retenue. Clairement un mal pour un bien donc. Quoi qu'il en soit, cette annonce était assez énorme, car elle impliquait que le film ne se contenterait pas simplement de mettre en scène Batman et Superman, mais allait également introduire au moins un autre personnage iconique de cet univers. En d'autres termes, ça préparait la Justice League. Et soudain, la Warner annonça le départ de David S. Goyer, remplacé au pied levé par Chris Terrio, tout juste oscarisé pour son travail sur le film Argo, de et avec Ben Affleck. Officiellement, Goyer avait achevé une première version de son script, mais devait partir travailler sur d'autres projets, laissant Chris Terrio peaufiner le manuscrit. Officieusement par contre, le script de Goyer n'avait tout simplement pas convaincu Ben Affleck, qui aurait donc insisté pour que son scénariste oscarisé vienne prendre le relais. Sauf qu'avec une sortie calée à peine un an et demi plus tard, soit je le rappelle à l'été 2015, le timing était serré pour une réécriture. C'est alors que la Warner décida de repousser la sortie du film d'un an, permettant à Snyder de disposer du temps nécessaire pour faire un film qui ait de la gueule. Ce serait con de le bâcler quand même. Les deux super-héros devraient donc attendre le 6 mai 2016 pour se maraver la tronche. Un délai supplémentaire qui fut accueilli comme une bénédiction par l'équipe, composée du directeur artistique Patrick Tatopoulos et du chef costumier Michael Wilkinson, qui ferait son retour après avoir réimaginé le costume de Superman. Deux postes importants donc, dans le sens où, à eux deux, ils allaient définir l'aspect visuel d'éléments fondamentaux de l'univers d'ici au cinéma, que ce soit Gotham City, la nouvelle Batcave, l'inévitable Batmobile et les costumes de Batman et Wonder Woman. Et éventuellement ceux d'autres super-héros. Car si ce n'est pas encore annoncé officiellement, en coulisses, ce n'est un secret pour personne, Batman vs Superman allait faire office de préambule à Justice League que Snyder mettrait en scène une fois ce film achevé. Et tout en préparant Batman vs Superman, le réalisateur mettrait en place les grandes lignes de l'intrigue du futur Justice League avec le scénariste Chris Terrio. Ainsi, quelques temps avant le début du tournage, Jason Momoa rejoignit le casting de BVS en tant qu'Aquaman, Ezra Miller en tant que Flash, et Ray Fisher fut choisi pour incarner Cyborg. L'équipe était donc au complet, et si les trois acteurs n'occuperaient pas une place de premier plan dans Batman vs Superman, ils auraient droit à un caméo avant leur réunion tant attendue. Mais bon, chaque chose en son temps. C'est donc armé d'un budget colossal s'élevant à 250 millions de dollars que Zack Snyder et son équipe débarquèrent à Détroit le 19 mai 2014 où ils posèrent leur caméra pendant 5 mois. Ils y tourneraient de nombreuses scènes d'action comprenant notamment une poursuite en Batmobile spectaculaire et une scène flashback prenant place pendant l'attaque de Zod sur Metropolis. Évidemment, tout ne fut pas tourné en décor naturel et Snyder et son équipe s'installèrent également au sein des Michigan Motion Picture Studios pour y filmer entre autres une partie du face-à-face musclé entre l'homme chauve-souris et l'homme d'acier, répété par l'équipe pendant des mois. Les studios accueillirent également l'immense décor de la Batcave, conçu par Patrick Tatopoulos et son équipe. En tout, le tournage de BVS allait s'étaler sur pas moins de 7 mois
et fut aussi ambitieux que celui déjà titanesque de Man of Steel. Faut dire que mettre en scène la rencontre entre deux figures aussi iconiques de la culture pop, c'était un énorme challenge en soi, doublé d'une grosse responsabilité. Snyder n'avait pas le droit à l'erreur, car de ce film allait dépendre l'avenir tout entier de l'univers d'ici au cinéma. Autant dire que la Warner misait énormément sur ce projet. Tranquille, pas de pression. En octobre 2014, pendant que le film était en plein tournage, la Warner communiquait officiellement son plan concernant sa saga cinématographique d'ici, avec pas moins de 10 films de prévus entre 2016 et 2020. Soit l'équivalent de 2 films par an. Et ouais, c'est ça la puissance intellectuelle. C'est bien évidemment Batman vs Superman qui ouvrirait le bal, suivi de Suicide Squad, puis une aventure solo de Wonder Woman, et la réunion des super-héros avec Justice League Partie 1, réalisée par Zack Snyder. Ensuite Flash, Aquaman, Shazam, Justice League Partie 2, Cyborg et Green Lantern. Et en plus de cette liste déjà bien chargée, le studio annonçait également en grande pompe 2 nouvelles aventures solo de Superman et Batman, Affleck ayant même carrément signé pour écrire et réaliser lui-même le film centré sur Batman. Un programme assez ambitieux pour concurrencer Marvel donc, il y avait plus qu'à. Et donc, pendant que Chris Terrio faisait chauffer sa machine à écrire en rédigeant le script de Justice League Partie 1, le tournage de Batman vs Superman battait son plein. Une fois les prises de vue à Détroit achevées, l'équipe retournait à Chicago qui avait servi de décor pour représenter Metropolis dans le film précédent. Enfin, direction le Nouveau-Mexique pour quelques semaines où Snyder mit en boîte les dernières scènes. À la base, ces séquences étaient censées être filmées au Maroc, mais l'épidémie d'Ebola qui eut lieu à cette période en Afrique obligea l'équipe à changer ses plans. Ces épidémies c'est quelque chose hein. Le 11 décembre 2014, le tournage de Batman vs Superman prit fin, laissant à Snyder plus d'un an de post-production avant la sortie du film, finalement avancé au mois de mars 2016 aux USA. Et pour gérer cette post-production, Snyder réunit l'équipe qui avait fait ses preuves sur Man of Steel. Au montage, David Brenner, à la musique Hans Zimmer, et concernant les CGI, de nombreux studios mirent une nouvelle fois la main à la pâte pour donner vie aux séquences les plus spectaculaires du film. Au programme, l'armure de Batman, la recréation de l'attaque de Zod sur Metropolis, la conception du monstre Doomsday et la bataille épique qui s'ensuit, etc. En tout, c'est 1500 plans qui furent conçus par les différents studios. Ça paraît beaucoup, et en même temps c'est pas tant que ça si on le compare à Avengers Infinity War par exemple, qui en compte près de 3000. Du côté de la musique, Hans Zimmer avait d'abord été très réticent concernant son retour, étant donné qu'il ne se voyait pas retravailler sur le personnage de Batman après avoir passé près de 10 ans à le redéfinir musicalement sur la trilogie de Nolan. Ainsi, il décida de faire appel à son ami Tom Holkenborg, alias Junkie XL, avec qui il avait collaboré sur quelques morceaux de la BO de Man of Steel, et de procéder à une répartition des tâches. Zimmer se chargerait de composer pour Superman, et Junkie XL allait quant à lui travailler sur Batman. Mais dans les faits, le nouveau thème musical de Batman a fini par naître d'un processus collaboratif entre les deux compositeurs, Zimmer gérant l'aspect émotionnel du personnage, et Junkie XL ses scènes d'action. Zimmer fit ensuite appel à la violoncelliste Tina Guo pour l'aider à travailler sur le thème musical de Wonder Woman. Enfin, concernant le montage, il y avait du boulot. Snyder est en effet connu pour tourner énormément de matière, et sachant que de base on partait d'un script déjà bien fourni, avec deux protagonistes principaux ayant chacun un alter ego et beaucoup de personnages secondaires avec les sous-intrigues qui vont avec, autant dire que le film allait être un poil long. Et ça n'a pas loupé, car le tout premier montage de Batman vs Superman durait pas moins de 4 heures. Le réalisateur et son monteur David Brenner firent donc de leur mieux pour élaguer tout ça, réduisant le tout à une durée de 3h30, puis 3 heures. 3 heures, pour Snyder, c'était la durée idéale, car comme on l'a vu, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Mais du côté de la Warner, ça ne passait pas. 3 heures était une durée beaucoup trop longue. Le réalisateur tenta de défendre son point de vue, mais il savait bien que, n'étant pas James Cameron, il s'agissait là d'une bataille perdue d'avance. Cependant, les deux parties arrivèrent finalement à un compromis. Snyder allait certes devoir réduire la durée du film à 2h30 pour l'exploitation en salle, mais le studio lui promit en contrepartie de sortir sa version de 3 heures en Blu-ray. Tout est bien qui finit bien donc. N'est-ce pas ? Batman vs Superman sortit sur les écrans le 25 mars 2016 aux États-Unis, et autant dire que tout le monde avait les yeux braqués sur ce film. Pour la Warner, c'était le film de l'année, et peut-être même celui de la décennie. C'était celui qui allait lancer son univers étendu d'ici, celui qui allait permettre au studio de rivaliser avec l'univers Marvel de Disney, bref, clairement l'un des projets les plus ambitieux jamais produits par le studio. Pas d'erreur possible donc, trop de choses dépendaient du succès de ce film. Non seulement le film Suicide Squad était à 4 mois de sa sortie, la production était donc dans un état très avancé, mais le film Justice League lui-même était également sur les rails. Le scénario écrit par Chris Terrio était prêt, et le tournage allait démarrer à peine un mois plus tard. Bref, la Warner n'avait pas perdu de temps, et était partie du principe que Batman vs Superman serait un succès tonitruant. Et du coup, le film est sorti, et il s'est fait défoncer. Méchamment. C'est bien simple, à sa sortie, quasiment personne n'a aimé Batman vs Superman. Ni la presse, ni les fans, ni le grand public. Et ça fait mal à la gueule. Niveau box-office, si le film avait plutôt bien démarré, avec 166 millions de dollars récoltés lors de son premier week-end d'exploitation, les chiffres subirent une chute spectaculaire de 69% lors de son deuxième week-end, soit l'une des pires chutes jamais observées pour un film de super-héros, avec seulement 51 millions de dollars récoltés. En tout et pour tout, Batman vs Superman engrangea 873 millions de dollars, et franchement, c'est plutôt pas mal pour un blockbuster. Mais on était encore loin du but affiché, le fameux milliard de dollars. Face au
flot de critiques négatives et à la chute spectaculaire des chiffres du box-office, il était plus qu'évident que quelque chose n'allait pas avec ce film. Surtout que quelques semaines plus tard, les rivaux de chez Marvel avaient sorti Captain America Civil War, qui récolta quant à lui plus d'1 milliard de dollars lors de son exploitation en salle et resta à l'affiche pendant 20 semaines, là où l'exploitation en salle de Batman vs Superman ne dura que 12 semaines. Bref, pour la Warner, c'était un échec et le studio se mit alors en quête d'un bouc émissaire. Et je me permets une petite interruption. Je vais être honnête avec vous, même moi j'ai pas spécialement aimé Batman vs Superman à sa sortie. Trop confus, mal rythmé, pas franchement bien raconté et souvent déroutant, je l'attendais énormément mais il n'avait pas du tout comblé mes attentes. Grosse déception donc. Et puis quelques jours après le premier visionnage, j'ai eu envie de retourner le voir. Mais cette fois-ci, je ne le jugerai pas par rapport à ce que j'en attendais, je le jugerai par rapport à ce qu'il avait à m'offrir. Et là, j'ai commencé à l'apprécier. Le film en avait sous le capot, c'était indéniable. Et si vous voulez jeter un œil à mon ressenti de l'époque, je vous redirige vers ma chronique. Ouais, le mec sans barbe c'est moi. Mais du coup, j'avais beau m'être réconcilié avec, il était évident qu'objectivement parlant, le film avait de gros problèmes, principalement liés à sa narration. Parce qu'il était trop court, putain. Et ouais, la vérité, c'est qu'aveuglé par l'appât du gain, la Warner avait préféré sortir un film de 2h30 charcuté et confus, plutôt qu'un film de 3h qui se tenait véritablement. Mais comme qui dit film de 3h dit moins de séances par jour et donc moins d'argent dans les poches, c'est vite vu du côté des studios. Tout ça pour dire que la Warner a cherché un bouc émissaire sans se remettre en question, sans se dire que ça se pourrait que ce soit tout simplement sa faute si le film s'était fait flinguer. Je dis ça, je dis rien. Bref, du coup cette critique sera basée sur l'édition ultime de 3h, soit la vraie version du film que tout le monde aurait dû voir au cinéma en mars 2016. C'est parti. Batman vs Superman démarre alors que Bruce Wayne voit s'effondrer sous ses yeux la tour Wayne de Metropolis, assistant impuissant à la mort de bon nombre de ses employés. La cause de cet effondrement, le combat entre Zod et Superman. Dès lors, Bruce Wayne alias Batman va développer une haine incommensurable contre Superman, se méfiant de ses pouvoirs incontrôlables et se donnant pour mission de tuer l'homme d'acier. Quant à Clark Kent, après avoir révélé au monde sa véritable nature et trouvé sa place, il doit désormais se montrer digne de cette dernière. Mais entre les médias et les politiciens, tout le monde donne son avis sur Superman et devient de plus en plus difficile pour lui d'assumer sa place et ses responsabilités. Très vite, Lex Luthor se mêle de l'équation et c'est toute une conspiration qui se met en place pour ternir l'image publique de Superman, amenant Batman à entrer en jeu pour en finir une bonne fois pour toutes avec le Kryptonien, sans se douter que la vraie menace est d'origine humaine. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette suite de Man of Steel ? Batman vs Superman est un film extrêmement ambitieux, sans aucun doute trop ambitieux même. Et entre l'imposant cahier des charges imposé par la Warner et la vision d'un auteur passionné par son sujet, pour moi, ce film fait véritablement figure d'ovni, je dirais même de miracle, au sein du paysage cinématographique hollywoodien. Qu'on se comprenne bien, Batman vs Superman, c'était à la fois la suite de Man of Steel, l'introduction de Batman et Wonder Woman, la mise en place de l'univers étendu d'ici, et une sorte de prologue menant à Justice League. Mais comment parvenir à faire un film qui se tienne malgré toutes ces requêtes ? Et l'art, bordel ! Heureusement, Snyder est un passionné. Il aime cet univers du plus profond de son cœur de geek, et ça se ressent pleinement. Pour moi, Batman vs Superman est un miracle dans le sens où il aurait pu n'être qu'un produit manufacturé par un studio en quête d'un succès à la Avengers. Au lieu de ça, c'est un film profondément audacieux qui porte la patte de son réalisateur. Parce que non, Batman vs Superman n'est pas votre film de super-héros typique. Si en allant le voir vous vous attendiez à une sorte de grand 8 avec de l'humour, des scènes d'action, de l'humour et encore plus de scènes d'action, il y a de grandes chances que vous ayez effectivement été déçu par ce film qui n'a jamais été conçu dans le but de combler ses attentes. Tout comme son grand frère Man of Steel, le film emprunte bien plus au drame qu'à la comédie, s'attachant avant toute chose au tourment de ses personnages torturés et rongés par la solitude. Alors certes, Batman vs Superman peut s'avérer par bien des aspects beaucoup moins facile d'accès que ses cousins marveliens. Il s'agit en réalité d'un vrai blockbuster d'auteur signé Zack Snyder, avec tout ce que ça peut impliquer de bon comme de mauvais côtés. Batman vs Superman permet ainsi à Snyder de creuser la thématique principale de Man of Steel, à savoir que se passerait-il si le monde avait affaire à un être tel que Superman. Les questionnements philosophiques, sociétaux, religieux et politiques impliqués par l'existence même d'un tel être, un être tout-puissant, forment donc le sujet principal du film. Si Clark avait décidé de s'assumer pleinement face au monde à la fin du film précédent, en choisissant d'être Superman, le reste du monde doit désormais choisir s'il l'y autorise ou pas. Car si Superman et ses pouvoirs peuvent engendrer respect et adoration, ils peuvent également être source de peur, voire de haine. Depuis les événements du premier film, le monde a changé et le script a l'intelligence de mettre en avant le traumatisme lié à l'attaque de Metropolis, soulignant le fait que les actions de Superman ont de véritables conséquences. Le film est donc intelligemment lié à Man of Steel. Ce n'est pas une suite pour une suite, c'est la continuation logique de l'histoire du premier film. Cette fois-ci par contre, on n'adopte pas le point de vue de Clark, ou très peu, ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Le film prend en effet le parti de se concentrer avant tout sur le personnage de Bruce Wayne, incarné à la perfection par un Ben Affleck qui se montre aussi convaincant en Bruce qu'en Batman. Dans vos gueules les rageux. Et autant dire que ce nouveau Batman est très différent des précédentes incarnations cinématographiques du personnage. Si ça a pu déplaire à certains, mais content de voir un Batman sans code moral tuant à tour de bras sans vraiment se poser de questions, pour moi, c'est une approche du personnage rafraîchissante et extrêmement intéressante. Pour une fois, on n'a pas affaire à un Batman jeune et idéaliste qui croit pouvoir changer les choses de par ses actions. Non, ici Bruce a été Batman pendant 20 ans, et autour de lui, rien n'a changé. Au contraire, les choses semblent carrément avoir empiré. On se retrouve donc avec un Bruce désabusé et encore plus torturé que d'habitude, qui porte les stigmates physiques et psychologiques de 20 années de combats infructueuses et qui se retrouve rongé par la culpabilité. Après avoir perdu ses parents, ce qui l'a amené à devenir Batman, puis Robin, ce qui l'a cette fois-ci amené à abandonner
donner son code moral, le personnage a dû faire face à un nouveau traumatisme, l'effondrement de la tour Wayne et la perte d'une partie de ses employés suite au combat entre Zod et Superman. Autant dire que le personnage est à cran et on n'a clairement jamais vu un Batman aussi enragé sur grand écran. Le film nous offre d'ailleurs rien de moins que la meilleure scène de combat de l'homme chauve-souris jamais vue au cinéma. C'est brutal, c'est intense, Ça démonte des gueules avec violence. et comme avec Superman, Snyder parvient à nous faire ressentir avec brio la puissance du personnage qui est avant tout guidé par la rage. Une rage qui va donc l'amener à s'en prendre à l'homme d'acier qui ne considère pas comme un sauveur mais comme un danger, la menace ultime contre l'humanité. Si le premier film voyait Superman affronter ses propres démons incarnés par ses cousins kryptoniens, ici c'est plutôt Superman versus l'humanité. Batman représente donc en quelque sorte la réponse négative de l'humanité face à Superman. Il ne le comprend pas, il a donc peur de lui et estime qu'il doit être détruit. Sauf que le personnage est tellement aveuglé par sa colère qu'il ne se rend pas compte qu'il est manipulé. Le vrai bad guy de l'histoire, c'est bien évidemment Lex Luthor, incarné par Jesse Eisenberg. Si cette nouvelle incarnation du personnage aura fait couler pas mal d'encre, et j'avoue qu'à première vue l'interprétation de Jesse Eisenberg paraît plus caricaturale qu'autre chose, le personnage est en réalité bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Brillant mais psychologiquement perturbé, Lex a un besoin pathologique d'asseoir sa supériorité sur tout et tout le monde. Et là où ça devient intéressant, c'est que pour quelqu'un comme Lex, Superman représente l'affront ultime, un dieu tout-puissant. Comment rivaliser avec lui? Tout simplement en se servant de l'arme ultime, les médias. Snyder et son scénariste Chris Terrio ont en effet donné aux médias un rôle prépondérant au sein du film, permettant d'illustrer le point de vue souvent négatif de l'humanité face à Superman, soulignant de ce fait sa solitude au sein d'un monde qui ne semble pas encore prêt à l'accepter. Et donc, en manipulant les médias, en faisant en sorte de ternir l'image publique de Superman et en jouant sur le sentiment de culpabilité de Bruce Wayne, Lex Luthor fait avancer ses pions d'une main de maître et finit par orchestrer le combat du siècle entre l'homme d'acier et l'homme chauve-souris. Un combat dont seul Lex peut sortir vainqueur. Soit Superman tue Batman et il sera à tout jamais considéré comme un paria, soit Batman tue Superman et du coup Superman est mort. Oui, généralement quand on se fait tuer, on meurt. La première partie du film, disons tout ce qui mène au combat entre les deux personnages, est donc plutôt dense et ne verse que très rarement dans le spectaculaire, comme si le film n'avait pas le temps pour ça. Et si c'était surchargé à en vomir sur la version cinéma, la version longue rend le tout infiniment plus digeste et permet également de donner beaucoup plus de clarté au complot fomenté par Lex pour nuire à Superman. Un point qui était extrêmement confus dans la version ciné et qui aurait pu passer pour de l'incompétence de la part de Chris Terrio. Sauf qu'en fait c'est juste l'incompétence de la Warner. C'est assez incroyable de constater les dommages causés par le retrait de ces 30 minutes de film. Chris Terrio lui-même fut d'ailleurs extrêmement contrarié par cette décision, reconnaissant volontiers le manque de cohérence de la version cinéma. Selon lui, cette version était comparable à un château de cartes dont on aurait retiré les fondations. On en arrive ensuite au fameux combat entre les deux personnages, prenant place en plein orage pour un effet dramatique à souhait. Snyder se fait donc plaisir en orchestrant un combat spectaculaire entre ces deux icônes mythiques de la pop culture, mais l'issue du combat aura énormément fait débat. Alors que Bruce a pris l'ascendant sur Superman grâce à la kryptonite et qu'il s'apprête à donner le coup fatal, Superman trouve en lui la force de le supplier de sauver Martha, sa mère, kidnappée par les hommes de Lex. Save Martha! Cette phrase fait alors vaciller Bruce qui décide d'épargner Superman, car Martha, c'est également le nom de sa mère. Ouais, les mères de Bruce et Clark s'appellent Martha. C'est fou, non? Mais en fait, c'est pas la question. Cette séquence a tellement été ridiculisée par des gens de mauvaise foi qui faisaient même pas l'effort de la comprendre, c'est juste dingue. Haha, leur mère ont le même prénom, du coup ils deviennent meilleurs potes, trop drôle. Ce qui compte dans ce moment précis, ce n'est pas la coïncidence qui fait que leur mère partage le même prénom. En réalité, ce prénom fait office d'électrochoc pour Bruce, lui rappelant le dernier mot prononcé par son père avant de mourir. Ce qui le ramène bien évidemment au traumatisme de la mort de ses parents. Ainsi, après avoir passé tout le film à déshumaniser Superman, Bruce réalise qu'il est humain, qu'il a lui aussi une mère, et que le moins humain des deux à ce moment précis, c'est lui. Bref, Bruce se rend compte qu'il est allé beaucoup trop loin, et que deux innocents ont failli mourir à cause de lui. Non mais vous avez raison, c'est juste le fait que leurs mères ont le même prénom qui compte. Le parcours du personnage est donc vraiment intéressant, et je trouve ça dommage que son point culminant ait été la source de tant de moqueries, parce que c'était plutôt bien pensé mine de rien. C'est le problème de ce film, la plupart des reproches qui lui ont été faits étaient en réalité basés sur des incompréhensions, certaines dues au montage confus de la version ciné, et d'autres à une certaine mauvaise foi de la part du public. Bref, point de vue scénario et psychologie des personnages, Batman vs Superman est vraiment riche. Il y a beaucoup à en tirer si on se donne la peine de creuser un peu, et c'est dommage que beaucoup ne se soient focalisés que sur la surface, se permettant de juger le film avec sévérité sans pour autant avoir compris ses intentions. Maintenant attention, ça veut pas dire que tout est parfait. Batman vs Superman portant la patte de Zack Snyder, il n'est pas étonnant d'y retrouver les mêmes défauts que sur Man of Steel, notamment une tendance à plomber les séquences émotions. Prenons par exemple la scène d'intro à Metropolis, où Bruce appelle un certain Jack pour lui demander de faire évacuer les employés de la tour alors qu'ils sont clairement en danger. Bon déjà rien que ça, je dois vous avouer que ça me fait plus rire qu'autre chose. Je veux dire, vous attendiez vraiment qu'on vous donne l'autorisation de sortir là? C'est bien d'être consciencieux, mais là par exemple, vous êtes juste con. Arrive ensuite le point culminant de la séquence, l'effondrement de la tour. Alors c'est censé être super triste étant donné que Jack est toujours à l'intérieur, mais moi perso le seul truc qui me vient à l'esprit c'est « Qu'est-ce que tu foutais encore dans l'immeuble espèce de débile ?» Ça n'a vraiment pas de sens et ça donne donc à la scène un côté extrêmement artificiel. Et le fait que le film insiste à fond sur le côté mélodramatique avec la musique et le personnage qui prie, c'est d'une lourdeur. Ça finit par donner à la scène un côté comique malgré elle, ce qui lui retire tout son potentiel dramatique. Bref, le fait de revivre cette partie de l'histoire du point de vue de Bruce Wayne est
une super idée, ça donne une séquence spectaculaire à souhait, mais la partie concernant la mort de Jack, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et dont on se fout éperdument d'ailleurs, est mise en scène de façon beaucoup trop maladroite pour que ça fonctionne point de vue dramatique. Après ça, malheureusement, c'est un des travers de Zack Snyder. Ça me rappelle un peu la mort de Jonathan Kent en pire. Ça se veut triste, mais non. Le problème, c'est que Snyder n'est pas particulièrement subtil dans son approche du drame. Il a souvent tendance à trop en faire, ce qui fait qu'on tombe parfois un peu trop dans le mélo. Un autre aspect du film qui aurait mérité disons un peu plus de retenue, ce sont les séquences oniriques, trop nombreuses, et qui cherchent à mettre en avant les démons qui habitent les personnages à grands coups de métaphores dans la gueule. Encore une fois, la subtilité n'est pas forcément au rendez-vous. Heureusement, il y a d'autres choses dans lesquelles Snyder excelle, notamment le visuel. Et à ce niveau-là, cette suite se veut radicalement différente de Man of Steel. Excite les plans filmés caméra à l'épaule. S'il y en a bien quelques-uns, ils se font beaucoup plus discrets. Point de vue formel, on n'est donc plus vraiment dans cette quête de réalisme à tout prix. Le film assume ses origines comic book et Snyder se fait donc plaisir avec une tonne de visuels léchés bien plus en accord avec son style. Le réalisateur étant particulièrement talentueux pour mettre en valeur ses personnages, autant dire que les plans iconiques se succèdent et que Batman, Superman et Wonder Woman n'ont jamais été si bien filmés. Les plans sont magnifiquement composés, tels des tableaux de maître, avec de superbes jeux de lumière. Bref, Snyder et son directeur de la photographie Larry Fong ont fait un excellent travail, accouchant d'une véritable pépite visuelle. Voilà, donc visuellement c'est parfait, mais en même temps, bon, c'est du Snyder, donc il manquerait plus que ce soit moche. La direction artistique est également une belle réussite, que ce soit les décors, impressionnants, ou bien les costumes et accessoires des héros qui disposent tous d'un véritable cachet. Du côté de Batman, le costume abandonne le noir pour adopter des tons gris évoquant le Dark Knight Returns de Frank Miller, qui fut d'ailleurs l'une des principales sources d'inspiration Snyder. Une bonne idée qui apporte du sang neuf à un personnage qui en avait bien besoin, mine de rien. Sur le décor de la Batcave, Patrick Tatopoulos a fait en sorte que tous les accessoires de Batman soient en suspension et donc pas en contact avec le sol. Pourquoi ? Tout simplement pour évoquer la chauve-souris. Fallait y penser. Mais le personnage qui aura subi le plus gros lifting, c'est bien Wonder Woman. Autant le dire tout de suite, si le personnage n'apparaît sous sa forme super-héroïque que lors du climax, elle vole littéralement la vedette à ses deux collègues, apportant une touche de badassitude féminine fort bienvenue. La réinvention du personnage est donc une réussite totale, incarnée avec conviction par une Gal Gadot habitée par son rôle. Sans oublier son cultissime thème musical. Concernant le reste des personnages d'ici, à savoir Flash, Aquaman et Cyborg, c'est bien évidemment très léger, ces derniers se contentant d'une petite apparition chacun histoire de teaser la suite des événements. Difficile de faire plus sans surcharger le film de toute façon. Et pour rester sur le thème du teasing, difficile de ne pas évoquer la vision de Bruce Wayne, le fameux Nightmare. Une séquence extrêmement déstabilisante, dépeignant un futur post-apocalyptique où Batman est un renégat et où Superman est passé du côté obscur. Alors visuellement c'est juste dingue et je trouve cette ambiance de fin du monde fascinante, mais faut avouer que ça sort un peu de nulle part, tout comme l'apparition de Flash qui s'ensuit, tout simplement incompréhensible pour le néophyte. Ces deux scènes, ajoutées en milieu de production alors que Snyder et Terrio écrivaient Justice League, étaient censées préparer le terrain pour la suite, mais le résultat paraît selon moi très artificiel. Trop de teasing tue le teasing les gars. Et là bah, vous avez tué le teasing. Mais ouais. Batman vs Superman Dawn of Justice est donc imparfait, mais c'est loin d'être un mauvais film. Compte tenu de la tâche gargantuesque confiée à Snyder, ce dernier s'en est sorti avec les honneurs, livrant un film personnel et riche, un vrai travail de passionné qui souffre certes de quelques maladresses, mais qui mériterait grandement d'être réévalué à sa juste valeur. Par contre, oubliez la version cinéma. C'est cette version charcutée de 2h30 qui a tout fait foirer. Snyder leur avait fait un bon film, et s'ils avaient sorti sa version de 3h, il aurait tout de même divisé, certes, car encore une fois c'est un film qui n'est pas dans le moule, mais il n'aurait pas été si mal reçu. C'est clairement l'un des films de super-héros les plus intéressants de la décennie, dont les parties pris visuelles et artistiques tombent très rarement dans la facilité. Un film tout aussi avant-gardiste si ce n'est plus que son grand frère Man of Steel, et qui, tout comme ce dernier, n'a pas reçu les louanges qu'il méritait. Mais du coup, pour la Warner, c'était un énorme échec et une grosse claque dans la gueule. Le studio avait trop misé sur ce film. Batman vs Superman, en gros, c'était une façon de dire voilà à quoi notre univers étendu va ressembler. Voilà le genre de film de super-héros qu'on va vous proposer dans les 5 prochaines années. Et étant donné que la critique comme le public n'avaient pas été convaincus, il semblait évident que le studio allait devoir modifier ses plans. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!